Nous passons maintenant à la deuxième étape de cette cérémonie qui porte sur la remise annuelle des prix d'excellence de l'Université du Québec et des médailles de l'Assemblée des gouverneurs. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter un bref historique des prix d'excellence. Les prix d'excellence ont été instaurés par l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec pour faire ressortir l'importance de la recherche, de l'enseignement et de la gestion. Pour l'attribution de chacun de ces prix, des jurys indépendants ont été formés. Cette année, 6 lauréats seront récompensés. Un prix d'excellence en recherche et création sera remis à un professeur s'étant illustré pour ses travaux. Il recevra une bourse de 15 000 $. D'autre part, 3 prix d'excellence seront accordés en enseignement. En plus d'un récipiendaire dans la catégorie réalisation en enseignement, nous avons cette année 2 professeurs ex aequo qui sont reconnus pour l'ensemble de leur carrière. Ils recevront tous les 3 une bourse de 15 000 $. Enfin, 2 prix d'excellence en gestion seront décernés, soit un prix en réalisation, soit un prix en carrière, assorti d'une bourse de 25 000 $, et un autre prix dans la catégorie réalisation qui s'accompagne quant à lui d'une bourse de 10 000 $. Le montant total remis cette année aux lauréats des prix d'excellence de l'Université du Québec s'élève à 95 000 $. Tout comme l'an dernier, Mme Josée Thibault, journaliste émérite, que vous voyez régulièrement au téléjournal de Radio-Canada, viendra nous faire découvrir, avec son talent habituel, la face, parfois cachée, de nos récipiendaires. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que notre animatrice est une diplômée de l'Université du Québec, et en particulier de l'Université du Québec à Montréal. Je cède donc la parole à Mme Thibault. S'il vous plaît, Mme Thibault. Merci bien. Est-ce que c'est ce micro ou ce... Les deux doivent fonctionner. Bonjour à tous. Écoutez, je suis honorée d'être ici pour la deuxième fois. L'an dernier, c'était une tentative qu'on faisait parce qu'on avait pensé, les gens de l'université, je crois, que ça serait plus sympathique et plus convivial, que les gens n'aient pas à faire de discours. Pour certains, ça va faire un discours, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et vous pouvez peut-être vous imaginer que pour moi, c'est facile de parler devant des gens. Ça ne l'est pas du tout, parce qu'habituellement, moi, je regarde dans un œil noir, il n'y a personne derrière, alors que là, il y a au moins une centaine de personnes. C'est quand même assez gênant. On peut faire des erreurs. Et ce qui est assez amusant aujourd'hui, c'est que je vais vous raconter une petite anecdote. L'Université du Québec me téléphone, l'UQAM me téléphone aujourd'hui, le bureau des diplômés. Je cherchais avec avidité Josée Thibault, diplômée de l'Université du Québec. Je les rappelle, je dis oui, c'est moi. Elle dit, êtes-vous la Josée Thibault qui va donner les prix cet après-midi? Je dis oui. Elle dit, allez-vous y aller? Je dis, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas. Elle dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui cherchait à vous rejoindre. On ne savait pas où vous étiez, on ne savait pas qui vous étiez, mais on s'est aperçu un peu tard dans la journée qu'on cherchait Sophie Thibault. Et Sophie Thibault n'est pas diplômée de l'Université du Québec à Montréal. Moi, oui. Voilà, c'est plutôt... c'est simplement amusant. Alors, ce sera donc avec les lauréats, on dit une entrevue. Moi, je vais plutôt parler d'un entretien. Parce que ça vise plus à vous les faire connaître, à faire connaître leur réalisation, ce qu'ils ont fait, les raisons pour lesquelles ils ont obtenu ces prix-là et l'apport qu'ils ont eu pour l'Université du Québec. Ça n'aura rien à voir avec ce que nous, dans notre jargon, on appelle des hot seats, où on essaie de pousser les gens au pied du mur. Au contraire, je suis là pour mettre en valeur les réalisations de ces gens-là et les raisons pour lesquelles ces gens-là ont reçu les prix d'excellence. Alors, tout de suite, j'invite donc Mme Danielle Julien, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, à venir me rejoindre ici en avant. J'ai apporté mon chronomètre parce que je voudrais que tout le monde ait à peu près le même temps. Et ça ne va pas. Donc, je vais y aller. Comme dans mon travail, dans la vie de tous les jours, moi, j'ai toujours deux montres. Une montre pour avoir l'heure, puis une montre pour avoir le temps où les gens, qu'on donne aux gens pour parler. Dans ce cas-ci, ça va être entre 5 et 10 minutes. Je vais essayer de faire ça un petit peu court. Comme je disais tantôt à M. Moreau, on va prendre à 6 personnes le temps que lui a pris
tout à l'heure pour tout expliquer. Bonjour, Madame Julien. Bonjour. Écoutez, j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord quel est votre champ d'études. De quoi on parle quand on parle de ce que vous faites, ce dans quoi vous êtes chercheur? Okay. Mon domaine est la famille, la communication familiale, les réseaux sociaux qui entourent les familles, et plus particulièrement, depuis 1995, les questions familiales en lien avec l'homosexualité. Et pourquoi? Pourquoi avoir choisi ça? Pourquoi être allé du côté de l'homosexualité et non pas dans la famille traditionnelle? J'ai d'abord commencé mes recherches sur le couple hétérosexuel et les réseaux sociaux de couple hétérosexuel. Et ce qu'on constatait dans la recherche, c'est que les problèmes majeurs qui séparaient les couples étaient des problèmes de genre, différences hommes-femmes. Et là, je me disais, comment ça se passe entre deux hommes et entre deux femmes, puisque les différences de genre sont les sources des problèmes. Donc, ceci m'a amené à faire des recherches sur les couples gays et les couples de lesbiennes, et qui, au début des années 90, avaient des enfants, mais avaient des enfants un peu comme par accident, parce que c'était des individus qui, à l'époque, on ne parle pas du tout du concept de famille homoparentale. C'est un concept qui est apparu plus tard. Donc, on parlait de gens qui avaient vécu une relation hétérosexuelle, qui s'étaient séparés, et dont certains avaient eu des enfants et dont ils avaient la garde. Donc, la question des enfants, elle était là dans le décor, mais pour moi, elle n'était pas l'objet de ma recherche. Sauf que, au fur et à mesure que les années passaient, les nouvelles générations de gays et lesbiennes ont fait des enfants, ont commencé à faire des enfants. Et donc là, la question des enfants est devenue vraiment une question de premier plan. Et quand vous avez commencé à faire ces études-là, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt dans le milieu de la recherche pour financer vos travaux, par exemple. Ce fut une entreprise difficile, comme pour toute recherche en général, mais peut-être un petit peu plus pour ce domaine-là. Il faut savoir que la recherche sur l'homosexualité est d'abord apparue dans les années 80 avec le sida. Ça a fait de l'homosexualité un sujet plus sérieux. Toutefois, en dehors du sida, la question de l'homosexualité n'était pas vraiment considérée comme un sujet sérieux. Et donc, il a fallu un énorme travail pour faire en sorte que l'homosexualité et les réalités familiales en particulier, en lien avec l'homosexualité, deviennent un champ qui reçoive le crédit institutionnel, je dirais, de la recherche. Que ce soit reconnu comme un champ valable de recherche comme n'importe quel autre champ. Je regardais dans votre dossier, vous avez publié énormément, en tout cas, que ce soit seul ou avec d'autres, remarquez bien. Et est-ce que ça a participé à l'ouverture d'esprit de la société, vous pensez, le fait que ça se parle, ça se discute, il y a de la recherche là-dessus, est-ce que c'est... Vous savez, il y a eu un zeitgeist assez important dans les années 2000, toute la question, puis ce serait long à expliquer pourquoi ça a surgi dans les années 2000, mais j'ai été particulièrement chanceuse de voir que mon champ de recherche est arrivé dans le même courant qu'une problématique sociale d'importance qui était celle de la parentalité, du droit d'adoption des gays et des lesbiennes. Et c'est un hasard, c'est un zeitgeist. À un moment donné, la population a commencé à poser des questions et j'avais déjà des réponses à ces questions-là. Donc, je dirais que c'était extraordinaire pour moi de pouvoir arrimer ce que je faisais au niveau de la recherche à une problématique qui la rendait si importante au niveau social et politique. Et vous diriez que ces recherches-là ont apporté quelque chose à la société, vraiment? Qu'est-ce que ça peut être? Bien, je crois que la chose la plus importante, ça a été de démontrer de la démystification du développement des enfants par des parents homosexuels et de démontrer finalement que les craintes qu'on avait ne reposaient pas vraiment sur des preuves empiriques. Et donc, de faciliter l'adoption, entre autres la loi 82 en 2002, où la diffusion des connaissances accumulées sur le développement des enfants est devenue une pièce importante au dossier. J'ai regardé aussi dans votre dossier que vous avez même été invité à l'extérieur, en Chine. Oui, j'ai eu l'occasion, mais à ce moment-là, pas pour les questions d'homosexualité. Non, mais c'était à côté de votre domaine de recherche, c'est ça? Non, c'était à l'époque où je travaillais sur les relations conjugales, la communication conjugale. Et Shanghai était un centre particulièrement
progressiste sur la question de laisser le contrôle de naissance au couple. Alors, donc, on m'avait invité pour les travaux qu'on faisait. Donc, on était intéressés à voir comment on pouvait faciliter l'éducation des couples sur la question du contrôle des naissances. Ils nous envoient leur bois, on leur envoie nos chercheurs. Oui, là, c'est ça. Trouvez-vous que justement les chercheurs dans des domaines beaucoup très théoriques comme ça, mais qui ont des répercussions un peu plus pratiques, ont une reconnaissance suffisante dans la communauté? Les chercheurs? Oui, comme vous, par exemple. Ben, aujourd'hui, mon Dieu, je pense que... Par vos pairs, mais en général. Non, ben, je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui pourraient être à ma place aujourd'hui, je crois. Moi, j'ai des merci incroyables à dire d'avoir tous mes collaborateurs, tous les gens avec qui je travaille, que ce soit ici aux États-Unis ou en Europe. Et la communauté, sans la communauté, je ne pouvais rien faire. On ne peut pas étudier cette communauté sans avoir une collaboration étroite avec les groupes qui nous donnent accès à la communauté. Donc, je dirais, oui, les chercheurs travaillent très fort. Ce n'est pas tout le monde qui, à un moment donné, a eu la chance peut-être d'arrimer sa problématique de recherche à une problématique sociale qui a rendu le chercheur un peu plus visible, je veux dire. Et peut-être en terminant, on est en période d'accommodement raisonnable. Oui. Est-ce que ça vous touche que ces questions... Est-ce que vous pensez que ces questions-là vont revenir dans l'actualité encore plus? Elles reviennent au sein de la communauté homosexuelle. Et ça, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Actuellement, c'est là que ça se passe, l'action. Entre autres, toute la question des identités. Je suis gay, je suis lesbienne. Au sein des communautés culturelles, on n'adopte pas nécessairement ces identités. Donc, ça défait, donc ça questionne toutes ces théories sur l'identité sexuelle telle qu'elle et le besoin de mots particuliers pour nommer cette réalité. Alors, la problématique avec les communautés culturelles est tout à fait unique et particulière et très différente de ce que vivent les Blancs à ce niveau-là. J'allais vous laisser partir, mais je me suis souvenu de quelque chose que vous m'avez dit quand on s'est parlé au téléphone. Vous m'avez dit que j'avais abandonné l'idée de la reconnaissance. En 1995, lorsque après refus de subvention, je menais 2 créneaux, alors, donc celui-là se faisait refuser. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ça ne donne rien de vouloir défoncer des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Alors, donc, et c'est la communauté qui est venue me chercher exactement à ce moment-là pour être consultante sur leur comité. Pour moi, c'était très intéressant. Et là, sauf qu'à la longue, je lui dis, bien, écoutez, moi, je ne suis pas une militante, je suis chercheur, donc je veux continuer à travailler avec vous, mais à ce moment-là, on va définir un partenariat, communauté et recherche. Et là, c'est là que l'aventure a commencé de développer des projets en commun. Et ça a bien fonctionné. Et ça a très bien fonctionné. Madame Julien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci. N'oubliez pas vos lunettes. Merci. Je demande maintenant à M. Jean Harvey, qui est professeur au département de management et technologie de l'Université du Québec à Montréal, de venir. M. Harvey, prix réalisation en enseignement. Et vous êtes professeur de fiscalité. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ça commence bien. Et que ça professeur de gestion des opérations. Gestion des opérations. Ce dont parlait M. Moreau tout à l'heure. OK. Je vais vous dire, vous voyez comment est-ce que j'ai retenu de l'entretien qu'on a eu au téléphone? Ça va très, très bien. Dites-moi pourquoi j'ai pu faire j'ai pu, en fait, me tromper entre les deux. Est-ce que vous enseignez en fiscalité? Pas du tout. Pas du tout. Ça va bien? Alors, on est face. Laissez-moi vous lancer. lancer. C'est l'enregistrement. Laissez-moi vous lancer, Mme Allez-y. J'enseigne la gestion des opérations et en fait, M. Moreau a fait mon introduction tout à l'heure en parlant de Dell et de la chaîne d'approvisionnement mondial, du juste à temps et de la qualité totale. La gestion des opérations, la stratégie, ça vient de la guerre et c'est le plan de match pour gagner la bataille. L'opération, c'est l'exécution. C'est le déploiement des ressources sur le terrain, la synchronisation des troupes et c'est l'apprentissage d'une fois à l'autre. Et qu'est-ce qui vous distingue, la raison pour laquelle vous avez ce prix maintenant, qu'est-ce qui vous distingue des autres qui sont dans ce domaine-là?
Je pense que la contribution principale a été d'importer des choses que j'ai appris en entreprise. Avant de me joindre à l'UQAM, j'étais directeur chez Pricewaterhouse, bureau de Montréal. Il y a plusieurs années, ma foi, j'étais le seul PhD que la firme a engagé par le directeur national. Ils m'ont donné la catégorie Miscellaneous, divers. Donc, je suis tombé par ma formation, qui était plus manufacturière à l'époque, dans une entreprise de services complexes. Et ce dont parlait M. Moreau tout à l'heure, les services de télécommunications, les chaînes d'assemblage virtuelles, la fabrication sur mesure de masse chez Dell, par exemple. Je me suis mis là-dedans avec des méthodes japonaises sur le terrain et j'ai trouvé des façons de faire en entreprise qui étaient très dynamisantes. C'est ça, parce que vous m'avez dit qu'il faut que les gens soient mis en action. Voilà. Et en entreprise, les entreprises qui font de la qualité totale, de ces segments, de ces approches modernes, mobilisent des équipes à temps complet sur des processus bien particuliers. Et comme consultant, c'est ce que je faisais. Et étant aussi dans l'enseignement, je suis revenu éventuellement à mes amours dans l'enseignement. Et là, j'ai vu qu'il y avait comme un contraste entre la passivité dans laquelle on met nos étudiants, relative, enfin, certaines méthodes pédagogiques maintiennent nos étudiants. Ces gens-là, M. Moreau se demandait la question tout à l'heure, est-ce que nos étudiants savent ça? Même les étudiants que j'ai au MBA, ils le font. J'ai à Paris des étudiants qui sont chez Google et Microsoft, actuellement un projet dans l'Agence spatiale canadienne, un chez Siemens en Équateur. Ces étudiants-là le font. Mais souvent, dans l'action, c'est une connaissance tacite qu'ils ont, implicite. Et mon travail est en partie de le rendre explicite. Et donc, j'ai pris ces méthodes terrain et j'ai essayé de les amener dans le contexte pour vraiment dynamiser des gens qui sont habitués à l'action. Alors, c'est le mot Kaizen qui est la C'est ça, je ne le prononçais pas tout de suite, là, j'attendais que... Pour un meilleur enregistrement, on m'informe qu'il serait préférable que vous preniez possession du micro. Wow. Je m'excuse. Sortez-le par... Voilà, excuse. Voilà. Et... Comme ça? Meilleur? Puis en plus, vous avez une voix qui porte... L'approche Kaizen, qu'est-ce que c'est? Le mot Kaizen signifie amélioration continue. L'atelier Kaizen en entreprise est une période intensive où on dégage des ressources de l'opération quotidienne pour les mettre derrière des projets d'exécution, avec des méthodologies, des techniques et de la rigueur. Et c'est un peu ça, voyant ça sur le terrain, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire ça chez nous? Donc, de donner à chaque étudiant un projet réel, parce qu'une étude de cas, c'est stimulant. C'est ça, vous m'aviez dit que les études de cas... Une étude de cas, c'est bien. Le problème d'un autre, un travail d'équipe, c'est bien, mais le problème qu'on a chez soi, la dame de Google en France, elle recrute des employés pour Google. Et c'est un de leurs processus les plus stratégiques. Et c'est le processus qu'elle travaille dans mon cours actuellement. Je les revois la semaine prochaine à Paris. Donc, je leur explique ces méthodes-là. Et j'ai 30 étudiants, par exemple, à Paris, et ils ont tous un projet réel chez eux à faire. Et ils doivent, tout le long du cours, cheminer avec ça et le présenter aux autres. Donnez-moi un exemple concret de ce que ça peut représenter. L'Agence spatiale canadienne, c'est la mise à jour rapide des bases de données qui sont à la NASA. La dame de Google, c'est le recrutement des ressources humaines. Le monsieur de Siemens, c'était la vente sur Internet, donc de maintenir à jour un site Internet. J'ai le VP en finance qui doit produire ses états financiers 3 jours après la fin du mois. Chacun a un problème réel. Et mon défi, c'est de les amener à voir ce problème-là sous un angle différent et d'avoir assez confiance pour essayer des nouvelles façons de le faire. Mais ces gens-là, ils doivent arriver, puisque ce ne sont pas des étudiants au premier cycle habituellement, ils doivent... Je parle de MBA, en général. Ils doivent arriver avec leurs idées, leur travers. Tout à fait. Alors... Et faire un projet des étudiants, de leur demander de te donner un rapport à la fin d'un cours, c'est une chose. Mais leur demander à chaque rencontre de partager avec d'autres, c'est extrêmement stimulant pour eux. Et là, ils apprennent tous ensemble et prennent le risque d'essayer de nouvelles façons de faire. Je pense qu'on change ses croyances, non pas en voyant des belles diapos couleurs, non pas en se le faisant dire de façon éloquente, mais en vivant quelque chose de différent, en vivant une expérience. Et ma tâche, c'est de les encadrer, de les suivre et de les stresser dans ça, ma foi, parce que je pense que je crée beaucoup de stress, mais à la fin, on apprend en vivant des choses différentes. Et ça se retranspose aussi à l'étranger, c'est-à-dire que vous êtes capable de cette méthode-là, de l'utiliser ici au Québec, de l'utiliser en Amérique du Sud, de l'utiliser en Europe? Made in Japan. Toyota est encore à ce jour l'organisation prenante que personne... Et Toyota, c'est pas seulement d'avoir la meilleure stratégie qui se copie ultimement. C'est l'exécution sans faille
The devil is in the detail. Et l'exécution, c'est l'opération. Les stratèges qui prêchent d'excellentes stratégies, et j'en suis, oublient et quelque part, je dirais, certains méprisent le détail. Or, c'est dans le détail qu'on réussit aussi. Et donc, j'insiste beaucoup à mes étudiants qui sont souvent le nez sur la chose, de ce que j'appelle le zoom out, et d'essayer de toujours penser globalement, agir localement. Et on tombe vraiment dans l'exécution, dans le détail. Et mon travail, là, c'est de les ramener au plan stratégique et de la connexion entre les deux choses. Et sur le plan de l'exécution aussi, l'exécution d'un cours comme ça suppose des techniques et des méthodes pour permettre à 30 personnes de partager 30 projets en marche pendant tout un cours. C'est possible grâce à ces techniques. Et si vous entriez dans mon cours par hasard un dimanche après-midi à 4 heures, puisqu'on fait ça le week-end aussi, vous verriez tout le monde debout avec des autocollants, des post-it et tout ça. Et ensuite, des rondes de présentation. C'est extrêmement dynamique. Et, il y a un rôle de gestion des opérations à faire par le prof et un rôle de coach, beaucoup plus qu'un rôle de magistère. Et visiblement, vous aimez ça. Ça me fascine. Est-ce que vous exportez ça? Est-ce que des gens sont venus vous demander, M. Harvey, comment je pourrais moi aussi reproduire ça dans mon domaine? En fait, on l'exporte parce que notre MBA est international. On est en Équateur, on est au Mexique, on parlait de globalisation, on est à Paris. Et croyez-le ou non, le cours à Paris se donne en anglais, à l'Université de Paris. Vous me découragez, là. Voilà. Écoutez, on parle d'un monde global et, ma foi, le management, ça peut être bon, ça a été inventé, ça se fait de façon internationale. Donc, dans ce sens-là, oui. Et dans mes temps libres, bien sûr, quand je peux aider directement, je le fais aussi. Là. Mais la recette est complexe et j'avoue qu'elle est loin encore d'être parfaite et je prévois y passer mes prochains 20-30 ans de carrière. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Plaisir. Ça va être plus facile. Oui. Maintenant, Madame Pierrette Doré, prix carrière en enseignement, professeure à l'unité d'enseignement de recherche en sciences de la gestion de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, Madame Doré. Après la gestion de projet, non pas la fiscalité, la comptabilité. Oui, et c'est moi le professeur de fiscalité. D'accord. J'ai dû mélanger des feuilles. Écoutez, on m'en tiendra pas trop rigueur. J'aimerais d'abord que vous me décriviez votre implication dans votre université, parce que quand on s'est parlé, j'ai compris que vous étiez vraiment de tout cœur, c'est le cas de le dire, à l'université. De tout cœur, je dirais oui. De on quelle va vous demander façon, de le tenir. oui, aussi. Voilà. De quelle façon l'implication est à différents niveaux. Au niveau des étudiants, beaucoup. Au niveau, parce que les étudiants, c'est la priorité dans une université. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication auprès d'eux. Je dirais, moi, je définis l'enseignement comme une relation d'aide. Et on aide les étudiants à comprendre, on les aide dans différents éléments de leur vie, même personnelle, quand on est proche d'eux. Les boîtes de Kleenex servent aussi dans ces conditions-là, mais le moins possible. Donc, de l'implication très forte au niveau des étudiants, de l'implication au niveau de la gestion de programme, directrice de module, responsable de programme de deuxième cycle DES en sciences comptables à l'UQAT. Implication au niveau des comités départementaux, conseils de module. C'est important, tout ça? C'est important parce que c'est avec ça qu'on va être capable d'offrir une formation qui va répondre aux besoins de nos étudiants. Si on ne le fait pas, ça, on comprend différemment peut-être, on fait d'autres choses, mais ces choses-là aussi sont importantes pour être capable d'être près d'eux, d'être là pour eux et d'être là du mieux qu'on le peut pour eux. Donc, oui, l'implication est importante. D'ailleurs, vous vouliez être professeur, parce que vous avez travaillé dans le privé, oui. Puis vous vous êtes dit, moi, je veux enseigner. Mais moi, quand j'étais au primaire, je voulais être professeur de mathématiques. Puis je pense que le fil se tient encore. Je suis comptable et je suis fiscaliste et j'enseigne à des comptables.
Donc, je suis restée dans le domaine. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'intéressant d'être là pour aider les étudiants. Puis ce qui m'allume le plus, puis j'utilise le mot « allume », c'est quand je vois la flamme s'allumer dans leurs yeux. Parce que je prends le temps d'expliquer avec eux, je prends le temps de regarder des concepts, puis je prends le temps d'évaluer où est-ce qu'ils en sont rendus. Puis quand enfin ils comprennent, je suis vraiment contente. Ça prend pas trop de temps, ça? Ça prend beaucoup de temps. Et oui, ça prend beaucoup de temps. Quand on s'implique dans beaucoup de choses, je le dis de la même façon aussi, c'est pas juste une ligne dans un CV, hein, c'est beaucoup de temps. C'est du temps qu'on prend sur notre vie personnelle, sur la vie familiale, mais qui est tellement valorisant parce que si on voit la réussite des étudiants, M. Moreau, on va rapporter souvent le discours aujourd'hui à ce que vous avez dit tantôt, mais la réussite des étudiants, c'est un élément qui est important dans le système universitaire. Si on n'y met pas tout notre cœur, on ne réussira pas à les faire réussir correctement. Vous, c'est surtout les étudiants de premier cycle ou? J'ai beaucoup enseigné aux étudiants de premier cycle ces dernières années. C'est beaucoup plus des étudiants de deuxième cycle. Maintenant? Oui, ceux qui sont dans le programme spécialisé pour devenir comptable agréé. Vous m'avez dit que la formation de comptable agréé ne collait peut-être pas suffisamment à la réalité. Est-ce que c'est possible que ça avait besoin d'être encore plus contextualisé, mis aux normes de la modernité d'une certaine façon? Bon, la formation, oui, de comptable agréé, la formation, je dirais, bon, j'ai investi plus ces dernières années au niveau des comptables agréés, mais les comptables de façon générale, les autres ordres comptables aussi. La formation, on essaie le plus possible de la rendre pratico-pratique et de faire en sorte que nos étudiants sortent pas juste avec un diplôme dans une main, mais avec des compétences dans l'autre main. Et cette approche-là est de plus en plus en place et on a eu besoin de développer beaucoup de matériel pour être capable d'aider nos étudiants à développer ces compétences-là, d'intégration de connaissances plutôt que d'apprentissage en silo, de vraiment être capable d'analyser une problématique globale, de prendre du recul, comme vous disiez, monsieur, tantôt, donc d'être capable d'avoir une vision globale des choses pour être capable ensuite d'aller traiter en profondeur le problème particulier. Oui, on a besoin de matériel et bon, compte tenu qu'il y avait un besoin et qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel, donc mon volet recherche dans ma tâche, c'est beaucoup rempli avec des publications pratico-pratiques pour aider du matériel pédagogique pour aider les étudiants à être capables de s'impliquer à ce niveau-là. D'ailleurs, parlant de pratico-pratique, vous forcez vos étudiants à faire du bénévolat? Oui. J'ai mis en place, depuis l'année 90 à l'UQAT, on fait à chaque année une journée où on fait une clinique d'impôt. Moi, je suis fiscaliste. J'ai l'impression que c'est une façon que j'ai de rendre à la société un peu des services par rapport à la formation que moi j'ai. Et pour faire en sorte que la clinique puisse se tenir, on a mis en place un mécanisme à l'intérieur de nos cours de fiscalité dans le bac en sciences comptables. Et les étudiants qui sont inscrits au cours de fiscalité à la session hiver doivent, s'ils veulent avoir leurs points dans leur bulletin, doivent participer à la clinique d'impôt. Ça leur plaît? Au départ, non. Mais après, oui. Avant, non. Avant, on a beaucoup de travail de conviction à faire, puis de dire, viens voir, tu me diras ensuite. Mais quand ils voient, dans le fond, ce qu'on fait dans cette journée-là, on produit les déclarations d'impôt d'environ 125 personnes à chaque année qui sont à revenus modestes, des personnes sur l'aide sociale, des étudiants, des personnes âgées, des personnes malades. Ces personnes-là ont besoin d'un service comme celui-là parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller payer pour faire leur rapport d'impôt. Et quand les étudiants voient qu'ils rendent vraiment service à quelqu'un, en se rendant service parce qu'ils vont chercher des points, à ce moment-là, les commentaires sont toujours très positifs après. Gagnant-gagnant. Oui. Vos étudiants, est-ce que vous trouvez en fait, les étudiants en général, qu'ils sont assez encadrés, assez bien formés quand ils terminent? Est-ce qu'ils ont eu tout ce ça leur prenait à l'université? Je pense qu'on pourrait toujours leur en donner plus. On est limité par le temps. On a à faire des choix. J'ai l'impression qu'on fait des choix intelligents.
mais on peut se tromper dans la vie. Mais j'ai l'impression qu'on a fait les choix intelligents, qu'on a fait des bons choix qui vont faire en sorte que nos étudiants, quand ils arrivent sur le marché du travail, c'est certain qu'ils n'ont pas l'expérience encore. Ils ont à aller chercher le côté de la réalité concrète de la vie professionnelle, mais les employeurs nous disent qu'ils arrivent avec des bons outils en main et qui sont vraiment intéressants pour eux. Et les employeurs sont satisfaits, nous disent qu'ils sont satisfaits de la formation de nos étudiants. Ça doit être très satisfaisant. Oui, c'est très intéressant. Madame Doré, merci beaucoup. Bien, merci. Merci. Monsieur Renaud Paquet, prix carrière en enseignement ex aequo d'ailleurs avec Madame, professeur au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Monsieur Madame. Paquet. Dites-moi, c'est quoi les relations industrielles? Beaucoup de gens se demandent ce que c'est, hein, parce que c'est un mélange de plusieurs choses. On se le demande, nous autres aussi, alors c'est normal. Ça commence bien. Non, mais sérieusement, c'est une discipline académique qui s'intéresse à la gestion de l'humain dans l'organisation, dans sa dimension individuelle par le biais de la gestion des ressources humaines et dans les rapports collectifs de travail par le biais des relations de travail. Et l'expression vient du début du siècle, peut-être les années 20, les années 30, aux États-Unis, en Angleterre en premier. Aux États-Unis, on appelait ça « industrial relation », qui référait au rapport entre les employeurs et les syndicats. Par la suite, ça a évolué. Au début, graduellement, la gestion des ressources humaines est devenue partie des relations industrielles. Aujourd'hui, je dirais même que c'est la partie la plus importante de la discipline académique. À bien des endroits, on questionne ce nom-là, mais on le porte encore. Et votre rôle, à vous, dans ce domaine-là, comment vous le voyez? Moi, je suis professeur dans le domaine des relations de travail, des rapports collectifs de travail, des rapports syndicats, employeurs, la négociation collective, la logique d'intervention syndicale. Mais votre rôle, comment vous voyez votre intervention auprès des étudiants? De leur faire réaliser, je pense que l'ensemble, c'est présent dans l'ensemble de notre programme, que quand tu t'en vas gérer dans une entreprise, il n'y a pas seulement les notions de productivité qui sont importantes. Il n'y a pas seulement la logique financière qui est importante. L'humain est là, est présent. Et il faut savoir le gérer, savoir l'approcher, tenir compte de ses problématiques dans son entier, comme individu et comme masse du côté des relations de travail, si on veut. Alors pour nous, c'est ça qui nous différencie, par exemple, d'un programme en administration générale. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place en administration générale pour l'être humain, il y en a beaucoup. Mais nous, c'est notre focus premier. Est-ce que les étudiants qui vont, par exemple, assister à vos cours, savent dans quoi ils s'embarquent? Non, absolument pas. En première année, non. Un étudiant, ça va étudier en sciences comptables. Il a une idée de qu'est-ce que c'est. Bon, il y a une idée qui est générale. Mais chez nous, non, ils sont un peu perdus au départ. Et d'ailleurs, en première année, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut savoir les motiver, leur donner la passion de cette discipline académique-là. Et c'est tout un boulot, là. Bon, quand ils sont rendus en deuxième année, troisième année, en maîtrise, au doctorat, évidemment, là, la question ne se pose pas, mais au début, c'est un peu confus dans leur tête. C'est un peu une mission que vous vous êtes donnée, hein? Tout à fait, oui. Souvent, dans les universités, bon, on va envoyer tes bons profs, donner des cours spécialisés, enseigner seulement à la maîtrise, faire les séminaires de doctorat, parce que, bon, on a un petit peu plus d'expérience, nos connaissances sont peut-être un peu plus larges. Et pour moi, je dis toujours qu'il faut mettre nos meilleures ressources au début. Quand les gens arrivent, être capable de les motiver, de leur donner la passion de cette discipline académique-là. C'est là qu'on perd le tiers, parfois 40 % de nos étudiants selon les programmes. Et quand on sait bien les former dès le départ, on les garde, ces étudiants-là. Et on leur transmet cet amour-là de notre discipline. Dans la société, en tout cas dans la mienne, moi je ne suis pas vraiment dans le domaine des universités, on a l'impression que, un peu comme vous dites, les chargés de cours donnent les cours au bac, surtout, et les bons professeurs sont surtout en deuxième et troisième cycle. C'est pas mal souvent comme ça, oui. Et c'est ce qu'il faut changer. Il faut changer ça. Je suis absolument convaincu qu'il faut changer ça. Il faut avoir d'excellentes ressources dès le départ pour motiver nos étudiants, les garder, bien les former dès le départ. Vous avez produit aussi beaucoup de matériel pédagogique.
Oui, parce que, bon, on est un peu tous comme ça, les profs, on trouve toujours que le matériel des autres est mal adapté à nos besoins. J'ai entendu Et ça tantôt. Oui, je ne suis pas différent des autres. Alors oui, j'ai travaillé sur, développer du matériel pour enseigner les négociations collectives. Je suis co-auteur d'un livre qu'on utilise un peu partout au Québec. J'ai aussi travaillé, ça a été un projet, dans notre CV, c'est quelque chose qui est banal, mais pour moi, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus important de matériel, c'est de développer du matériel de formation de formateurs pour être utilisé en entreprise. Un projet qu'on a fait avec le gouvernement du Québec qui roule encore. Alors, on s'est assis avec les praticiens, on a développé le matériel et par la suite, on a formé des équipes de formateurs qui, à leur tour, ont formé des agents de relations de travail, des conseillers syndicaux pour être capables d'aborder la négociation collective sous un angle un peu plus positif. Pourquoi ça manque en ce moment, ça? Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas attardé à mieux former? Parce que ça a beaucoup évolué, les relations industrielles, depuis quelques années. Les conventions collectives, avant, c'était 2-3 ans. Maintenant, je pense qu'ils préfèrent 6-7 ans. 6 ans, 20 même ans. 10 ans, si possible. Oui, tout à fait. Et ça, est-ce que cette évolution-là, c'est positif, vous pensez? Avez-vous encore votre place? Bien, tout à fait. Oui, c'est positif. Même, je dirais qu'au Québec, on est vraiment différent du reste de l'Amérique du Nord. Dans notre discipline académique, c'est la seule province, et aux États-Unis, y compris les États des États-Unis, où il y a des programmes de relations industrielles bien établis au 1er, 2e et 3e cycle. Dans le réseau UQ, c'est à l'UQO que ça se passe, et il y a l'Université Laval et Montréal. Et tout ça, c'est parce que la discipline académique et la pratique professionnelle est en santé. Ce sont des programmes qui ont connu des hausses de clientèle importantes depuis les 5 ou 6 dernières années et qui se tiennent très bien, justement à cause de la discipline professionnelle. Et ça a beaucoup à voir avec la vigueur du mouvement syndical au Québec aussi, qui est un peu plus en vie, je dirais, qu'ailleurs en Amérique du Nord. Ce qui fait qu'on s'intéresse à comment gérer nos relations de travail quand il y a des syndicats, quand il n'y en a pas, ça ne nous intéresse pas évidemment. Et dans le milieu, dans la société, est-ce qu'ils sont prêts à accepter des gestionnaires en relations industrielles? Oui, on a un excellent taux de placement de nos finissants. Nos gens travaillent surtout dans la grande entreprise et la moyenne entreprise. Dans la petite entreprise, c'est une occupation qui est beaucoup trop spécialisée. On a besoin de gestionnaires qui ont une formation plus générale, mais il y a un besoin énorme dans la grande et moyenne entreprise. Et dans le secteur privé et public, les deux. Et là, qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochaines années pour continuer à avoir le feu sacré comme ça? Allez-vous aller plus vers la formation ou continuer à enseigner au premier cycle? Bien, je fais pas mal de recherche aussi. C'est ça qui est un peu difficile, c'est de balancer tes énergies entre la recherche et l'enseignement. On nous dit, c'est simple, tu crées une synergie entre les deux. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. La synergie ne se fait pas tant que ça. Tu ne commenceras pas seulement à raconter tes propres recherches dans tes cours. Alors, tu es souvent en conflit d'horaire avec toi-même sur où tu mets la priorité. Dans notre profession, la recherche, je dirais que c'est beaucoup plus valorisé que l'enseignement par la communauté universitaire. Alors, parfois, tu mets de côté des projets de recherche pour donner plus de temps à tes enseignements. Alors, c'est pour ça que des prix comme ça, c'est intéressant. Ça valorise cette dimension-là de ta tâche. Mais dans notre milieu, comme professeur, c'est pas en donnant des bons cours que tu avances dans ta carrière. Alors, comment vous allez faire, là? Bien, moi, là, je ne suis pas rendu là, je suis correct. J'ai obtenu ce que j'avais besoin dans ma carrière, mais mon principal projet futur, je suis en train de travailler sur les problématiques de gestion des ressources humaines dans les communautés autochtones canadiennes et plus particulièrement québécoises. Et c'est de poursuivre les recherches là-dedans et peut-être de déboucher dans des programmes de formation pour ces communautés-là, adaptés à eux, avec une gestion adaptée à leur culture pour être capable de donner des meilleurs services à leurs citoyens dans leur propre communauté. C'est très politique, ça. Oui, mais il ne faut pas s'éloigner de ce qui est politique, au contraire. Il faut foncer dedans. Je vous comprends là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Lala. Maintenant, Monsieur Gilles Caron, prix d'excellence en gestion, réalisation. Monsieur Caron est le directeur de la bibliothèque Paul-Émile Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le prix lui est remis ainsi qu'à son équipe, mais pour l'instant, vous seul. Merci. Merci à vous. Donc, c'est le projet d'un homme, mais avec groupe. Oui, c'est le projet d'une équipe. L'homme se contentant là-dedans de fixer des grands objectifs et puis de s'organiser pour que tout ce beau monde travaille ensemble et qu'on arrive à des résultats. Puis vous m'aviez demandé si c'était possible de faire une petite démonstration aussi.
Oui, bon, ça devenait un peu complexe. Tout oui, ce qu'on a fait, c'est compliqué. qu'on met la page du OK. portail pour que les gens comprennent ce que Ouais, c'est. ouais, tout à Puis je fait. vais vous demander d'expliquer le projet. Bon, le projet, c'est qu'on a numérisé systématiquement tous les mémoires et thèses qui ont été produits à l'UQAC depuis les débuts de l'institution, environ 1400 actuellement. Et on a développé un portail qui permet de faire des recherches pour, donc, les documents étant numérisés. On peut faire des recherches sur le portail par programme, par département, par nom d'individu, et ainsi de suite, par titre. Et comme tous les textes sont numérisés et qui sont passés à l'OCR, par les français, le texte intégral est cherchable aussi de l'ensemble des documents. C'est-à-dire que quelqu'un peut décider chez nous, je voyais André Charette tantôt, quelqu'un peut décider, par exemple, de faire une recherche en génie de l'aluminium sur un aspect très, très précis. Et si quelque endroit dans un des mémoires ou d'une des thèses qui a été déposée chez nous, ben, le concept apparaît, ben, on va aller le chercher. Et ça permet de faire une recherche extrêmement exhaustive. Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres banques de données qui existent déjà? Bien, les mémoires et thèses, c'est un produit un peu particulier dans le monde des universités. Hein. C'est peut-être le produit essentiel qui définit la production de ce que c'est une université. Hein. On retrouve dans nos mémoires et dans nos thèses le meilleur de ce qu'on a produit, de ce qu'ont produit nos meilleurs étudiants. Et traditionnellement, on s'est contenté souvent d'en faire une copie qu'on envoyait à la bibliothèque et qu'on mettait sur des rayons. Et on a laissé bien souvent à des organisations étrangères, je pense à UMI, qui avait eu un monopole traditionnellement dans les mémoires et les thèses. On envoyait une copie chez University Microfilm, qui traditionnellement aussi pouvait vendre une copie microfilm du document comme microfiche. Après ça, on pouvait vendre une copie papier. Et University Microfilm a commencé à faire eux-mêmes la diffusion et la numérisation des documents, mais accessible à ce moment-là strictement à des gens qui étaient en mesure de payer, c'est-à-dire qui avaient des abonnements institutionnels. L'avantage du projet en question, c'est qu'on rend nos mémoires et nos thèses, les mémoires et nos thèses de nos étudiants, le meilleur de notre production de recherche, là, en bonne partie, accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si vous allez sur Google ou Google Scholar actuellement, vous cherchez sur un sujet quelconque et vous allez risquer de tomber sur un des mémoires et des thèses de l'UQAC. Bien, racontez-nous qu'est-ce qui est arrivé à la suite du fait que Google a permis de trouver une des thèses qui était sur votre portail. Bien, en pratique, notre portail est accessible depuis déjà un bon moment. Mais on a mis en place des accès à partir de Google et Google Scholar à partir du mois de mai dernier. Et à partir du moment où on est accessible par Google et Google Scholar, le niveau de consultation a quadruplé, sinon quintuplé, du jour au lendemain. Et actuellement, si on était en mesure d'aller voir les statistiques, vous avez une petite page statistique. Non, pas on ne voulait pas tomber dans votre panneau. On ne s'en sort pas là-dedans. Vous irez, c'est facile. Oui, on va vendre la salade, c'est à thèse.ucac.ca. Voyez-vous, c'est très simple. Et si on va voir nos données statistiques actuellement, on compte actuellement 50 téléchargements de nos mémoires ou nos thèses là, par jour. Et ça, ce sont des documents qui pèsent entre 3 et 15 MB. Okay? Alors, donc, on a un volume de consultation de tout ça, et je pense qu'au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi, ça donne une visibilité sans pareil. Pourquoi c'est utile d'avoir un outil comme celui-là? Bien, je trouve, on parlait tantôt, le président parlait tantôt de la globalisation, de la mondialisation, de la nécessité de changer nos façons de faire. Hein. On peut être spectateur, puis parler du Kaizen, regarder ce qui se fait ailleurs. Hein. S'émerveiller des réalisations des uns et des autres, mais à un moment donné, il faudra peut-être participer, nous aussi, comme contributeurs. Hein, et rendre disponible ce qu'on fait de mieux dans nos établissements, c'est de contribuer au bagage collectif d'informations et de connaissances qui sont disponibles. Et je pense que pas le faire, c'est presque stupide. Hein. Et on s'est embarqué là-dedans parce que je pense que ça correspond à la mission naturelle qui est celle d'une université, de diffuser des connaissances. Et nos mémoires et les thèses, si on ne fait pas ça, on n'est pas dedans. Et maintenant, est-ce que vous faites des petits? Est-ce qu'il y a des gens qui se demandent comment on pourrait copier votre belle idée? Oui, bien, il y a différents projets de numérisation de mémoires et thèses. On parle beaucoup de dépôt numérique. Chez nous, ce n'est pas un dépôt numérique. Hein, c'est un dépôt traditionnel et on numérise le texte à partir du papier et ça fait la job. Okay? Et mes confrères dans le réseau voudraient bien un peu faire la même chose. C'est possible qu'on fasse des appels d'offres. Les directeurs d'administration finance qui sont ici. On nous a demandé de sortir une soumission qu'on pourrait jobber en pratique la numérisation chez nous à Chicoutimi pour mettre une équipe de nuit là-dessus.
et pour faire le travail pour un peu tout le monde, pour faire en sorte que ce qu'on a fait à Chicoutimi puisse se répercuter un peu partout. C'est souhaitable, j'imagine. Bon, je ne sais pas, c'est aux gens ici de décider. Mais si c'est souhaitable pour vous, pourquoi ça ne serait pas pour les autres? Certainement, Hein? certainement. Avez-vous d'autres projets comme ça qui s'en viennent ou est-ce que ça, c'était... Et maintenant que c'est terminé, vous êtes satisfait? Celui-là se poursuit quand même. On est embarqué dans le processus et maintenant, ça fait partie de nos chaînes de traitement. Comme disait monsieur, ça fait partie de nos modus opératoires, là, si vous dites. Et ça va quand même bien. Puis on a d'autres trucs qu'on a développés. Et puis, éventuellement, mon successeur viendra en faire la présentation. Êtes-vous en train de nous annoncer que... Oui, c'est fait. Là. Ah oui? Vous en allez? Oui. Donc, c'est l'aboutissement de votre carrière? Bon. Le prix? Ça fait partie des différentes choses qu'on a pu faire. C'est satisfaisant, ça? Oui, effectivement. Merci beaucoup. L'entrée. Et finalement, M. Nelson, Robert Nelson, directeur de l'administration de l'École de technologie supérieure, prix d'excellence en gestion carrière. Bonjour, M. Nelson. Bonjour. Je vous donne l'arme. Faites-en bon usage. Merci. Vous êtes le premier cadre supérieur à obtenir un prix d'excellence. C'est une nouveauté. Vous avez eu, je dirais, presque 2 carrières universitaires. Hein? Vous avez été tenté par l'Université du Québec, vous êtes allé ailleurs, ensuite vous êtes revenu. C'est exact. J'ai eu le plaisir de participer à la fondation de l'Université du Québec avec toute l'équipe de pionniers des années 70, où il fallait à peu près tout inventer comme tel. Et cet aspect de la carrière m'a sensibilisé, je veux dire, à toute l'importance qu'on pouvait avoir d'avoir des institutions dans l'ensemble du Québec, parce que je venais de cette génération où les grandes institutions universitaires étaient localisées à Québec pour Laval et tout le reste était à Montréal. J'ai quitté en 1974 pour aller faire un peu de coopération internationale, revenir à l'ACDI, me mêler de projets comme la Régie des installations olympiques. Et finalement, M. Gérard Arguin, que j'avais connu dans les années 70, m'a invité, il était recteur à l'époque à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il m'a invité à venir connaître l'université régionale de près. C'était une des plus belles expériences de ma carrière. Pourquoi? C'est difficile de concevoir quand on est montréalais. Vous avez des universités à Montréal et tout ça, mais que l'université a un rôle social dans la communauté. À l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai plusieurs collègues ici. Vous êtes sur le comité de développement régional, vous êtes sur tous les organismes et on demande à l'université d'aider l'ensemble de la communauté. Il y a des guerres de clochers, d'églises et tout ça, à se rassembler et à forcer ce développement. J'ai adoré ça. Je ne connaissais pas ça. C'était quoi le rôle de l'Université du Québec à Chicoutimi avec toutes les problématiques qui existent pour les universités régionales, qui sont complètement différentes, en tout cas, des grandes universités. J'ai adoré ce bout de carrière. C'est peut-être un peu ça qui vous a donné le goût, après ça, d'aller vous mêler de l'ETS? L'ETS, c'est plus un hasard, parce qu'après l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai pris la présidence du comité de financement au Conseil des universités. Et on avait à l'époque fait une étude de c'est quoi les grands développements probables qu'il y avait dans le monde universitaire à venir. Et il y avait une évidence, c'est qu'à Montréal, on n'avait qu'une école ou faculté de génie, contrairement aux 2 universités qui en avaient. Alors, il était évident, en tout cas pour nous, quand on a terminé les études, qu'il y aurait une 2e école ou faculté de génie à Montréal, l'UQAM ou l'ETS. Et quand on a ouvert le poste de directeur de l'administration de l'ETS, je me suis pointé en 87 parce que pour moi, c'était le choix idéal pour faire une 2e école de génie francophone. On partait d'étudiants complètement différents, venant des écoles techniques, ayant un sens très concret des réalités. Et j'ai pu, avec les collègues de départ de l'ECOP, dont un est encore ici maintenant à l'INRS comme directeur de la recherche, M. Sin Lecoq,
Et avec M. Robert Papineau, on faisait une équipe au départ où on a pu lancer cette transformation de l'institution d'enseignement à une école de génie. Donc, nous sommes tous très fiers comme tels. C'est une... Elle est différente, cette école-là, d'une faculté où, en fait, moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas si tout le monde est au courant comment fonctionne l'ETS par rapport à une université où on va chercher un diplôme d'ingénieur. C'est assez particulier. Bien, il y a deux caractéristiques à l'ETS. L'admission à l'ETS, pour être admis, vous devez détenir un diplôme du DEC professionnel. Alors, je pourrais être admis, je suis technicienne en architecture. Vous seriez une candidate idéale en génie de la construction. D'ailleurs, c'est le programme où nous avons le plus de filles. Ah oui? Oui, parce que nous venons des techniques en architecture. Ça fait longtemps, par exemple. Oui, elles sont maintenant même très appréciées sur les chantiers. Au début... oui, j'ai vécu ça. Oui, vous avez vécu ça. Avant de changer de carrière. Donc, il faut être technologue. Technicien, pardon. Il faut être technicien et détenir son diplôme d'études professionnelles dans des disciplines spécifiques à l'ETS. Et deuxième chose qui est spécifique à l'ETS, c'est que les stages en industrie sont obligatoires. Vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme si vous n'avez pas fait 3 stages de 4 mois en industrie. Et il y en a plusieurs. Sherbrooke offre des stages en industrie, Waterloo offre des stages en industrie, Poly le fait un peu maintenant. Mais nous, c'est obligatoire. Et on a eu des cas de candidats étudiants, bons étudiants, mais incapables de se placer en stage. On les a tout simplement invités à aller poursuivre leurs études dans une autre université parce que cette caractéristique-là, on ne veut pas la changer. Ça donne un sens très concret aux études de ces gens-là. Et c'est quelque chose qui était important pour vous lorsque vous avez mis sur pied l'ETS, d'avoir cet ancrage? Stage? Moi, maintenant, je veux dire, je le défendrais comme tel. Je trouvais ça sympathique. Je trouvais que c'était aussi, puis il faut bien le reconnaître pour les étudiants, c'est une voie pour financer leurs études. Étant technicien, les stages sont rémunérés pour 4 mois à 10 ou 12 000 par année. Alors, vous partez, bon, ça ne veut pas dire que les étudiants ne peuvent pas trouver de travail d'été, là, mais vous partez en avance, en tout cas, ou une espèce de garantie sur vos stages. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la possibilité de collaborer à mettre sur pied la deuxième école de génie. Et je la voyais très, très grosse, même si mes collègues au début... Elle est pas mal plus grosse qu'au début. Ça s'est bien développé. Oui, on est parti de 750. On a eu pendant 15 ans un taux de croissance de 10 à 15 par année. Alors, pour le responsable de l'intendance, c'était un beau défi comme tel de trouver tout ce qu'il faut pour que le truc fonctionne. Du côté académique, évidemment, le défi, c'était de trouver les professeurs, créer la recherche, créer les programmes et tout ça comme tel. Et maintenant, le défi, c'est bon, elle est d'une taille, je pense, très respectable. Parfois, et l'an passé, notre directeur général, M. Beauchamp, se plaisait à dire qu'on était l'école ou la faculté de génie qui avait produit le plus grand nombre de diplômés ingénieurs au bac. Et c'est exact. Évidemment, on est en compétition avec Poly. Poly nous devance encore sur la recherche, mais je fais confiance à toute l'équipe en place que d'ici 5-10 ans, cette avance sera réduite ou peut-être même anéantie. Bonne chance. Sans fausse modestie, parce que je regardais votre dossier, est-ce que vous diriez en plus que l'ETS sans vous n'existerait pas? Non, je pose la question sérieusement. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle que c'est aujourd'hui. Elle existerait, là, sans aucun doute. Mais pour devenir ingénieur... S'il n'y avait pas eu la transformation des programmes en génie, j'ai des doutes que l'ETS serait encore existante. Parce qu'il fallait moderniser aussi. Il fallait moderniser, mais je ne crois pas que si je n'avais pas été là, l'ETS aurait la taille qu'elle a aujourd'hui. Parce que ma préoccupation était constamment d'aller chercher les subventions, d'aller chercher le financement, de mettre en marche les projets de construction pour être capable d'accueillir dans 3 ans tel niveau.
ça donnait des discussions intéressantes avec les fonctionnaires du ministère. D'ailleurs, comme disait M. Moreau, en plus, vous avez des projets immobiliers en ce moment pour pouvoir accueillir ces étudiants-là puis bien les servir, en fait. Oui. Bien, à l'heure actuelle, on a un grand déficit de résidences étudiantes. On en a 400. Et comme je vous le racontais, les résidences étudiantes sont essentielles à l'ETS, puisque 50 de notre population étudiante vient hors de la grande région de Montréal, doivent donc se loger à Montréal. S'ils prennent un logement, ils sont nécessairement sous un bail d'1 an. Alors, si on veut leur retourner dans un stage dans sa région, bien, très souvent, on avait la situation loufoque suivante, où on envoyait quelqu'un de Montréal en Beauce, parce que l'étudiant en génie mécanique de Beauce, bien, lui, il ne pouvait pas quitter son logement, il prenait le stage de Montréal. Et ce qui a permis, en tout cas, sûrement contribuer de façon importante. Dans les statistiques, l'ETS retourne plus de diplômés dans les régions qu'elle en reçoit. Et nous en sommes très fiers. Avec raison, avec raison. Vous m'avez dit aussi que vous vouliez faire des remerciements particuliers. Vous êtes la seule personne qui m'a demandé ça. Oui. Alors, je vous invite à les faire. Bien, le premier remerciement, c'est à mon épouse, Adrienne Mongeard. Pour ceux qui nous connaissent de près, ils comprendront facilement que ce prix carrière devrait lui aussi lui être remis. Pour toute la tolérance qu'elle a eue sur mes mauvaises humeurs, sauts de caractère. Elle avait un excellent caractère. Quand je voulais remettre ma démission, elle prenait fidèlement note tout le texte de la lettre. Et le lendemain matin, bien, c'était parti, mais au moins ça m'avait permis de me défouler. Mais elle n'a pas juste été une assistante au défoulement. Là. Elle a été une collaboratrice. Des fois, d'ailleurs, l'Institut pour lequel elle travaillait, l'IAF, elle l'appelait l'ETS. Les gens la corrigeaient, lui disant, parce que elle était aussi fougueuse que moi de voir que cette école-là se développe. Je voudrais aussi souligner mes remerciements à Sine Lecoq, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, que pendant que je prenais le levier de l'intendance, lui prenait le levier de l'enseignement-recherche, parce que l'école, à cette époque-là, quand M. Lecoq est arrivé, n'avait même pas de maîtrise. Nous n'avions qu'un bac. Et M. Lecoq a dit, bon, en plus de faire tout le développement et de transformer les programmes, il faut aussi amener cette institution au niveau de la recherche. C'est probablement pourquoi l'INRS l'a recruté comme directeur de la recherche plus tard, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Quand on a du talent, c'est ce qui arrive. Monsieur Nelson, je comprends mieux une des notes qu'il y avait dans votre dossier où on disait que vous étiez un gestionnaire brillant, entreprenant, mais parfois excessif. Très. Très. Et je crois que qu'on doit remercier cet excès. J'ai toujours vu des projets pour l'ETS très grands. Et je voudrais aussi en profiter et remercier Robert Pépineau, là, qui à l'époque était directeur général et a fait tout ce parcours, qui avait le plaisir de dire qu'il avait le vice-recteur d'administration le plus mal commode de tout le réseau de l'Université du Québec. Ça, c'était moi. On avait compris. Pour mes collègues, je m'en excuse si c'est vrai, mais d'un certain côté, ça devait l'enchanter puisqu'il a renouvelé mon mandat 3 fois pour 15 ans. Et je veux aussi remercier les collègues qui sont là à l'heure actuelle et qui ont pris la tâche de poursuivre ce magnifique développement et qui me gardent à leur côté comme conseiller parce que j'ai terminé ma carrière. Vous aussi? Oui. Et si on n'avait pas cette année ouvert le poste de cadre supérieur, ben, je me serais en allé sans prix carrière. Monsieur Nelson, merci beaucoup. Je vous remercie. J'invite maintenant M. Moreau, je pense, à venir, si je me souviens bien, à venir sur scène pour procéder à la remise des prix. Alors, vous vous placez du côté droit de la scène, je crois? Droit par rapport aux gens qui sont dans la salle. C'est là où d'accord. Alors, j'appelle d'abord Mme Danielle Julien, professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal, lauréate du prix d'excellence en recherche et création, ainsi que la rectrice par intérim de l'Université du Québec à Montréal, Mme Danielle Laberge.
J'invite maintenant M. Jean Harvey, professeur, vous restez sur place d'ailleurs. M. Jean Harvey, professeur au département de management et de technologie de l'Université du Québec à Montréal, lauréat du prix de réalisation en enseignement. Madame Laberge est déjà sur scène. J'invite Mme Pierrette Doré, professeure à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, lauréate ex aequo du prix Carrière en enseignement, et la rectrice de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Mme Joanne Jean. Autour de M. Renaud Paquette, professeur au département de relations industrielles de l'Université du Québec en Outaouais, lauréat ex aequo du prix Carrière en enseignement, et le recteur de l'Université du Québec en Outaouais, M. Jean Vaillancourt. Et finalement, M. Robert Nelson, directeur de l'administration de l'École de technologie supérieure, lauréat du prix Carrière en gestion, et le directeur de l'ETS, M. Yves Beauchamp. Finalement, M. Gilles Caron, directeur de la bibliothèque Paul-Émile Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que son équipe, Mme Louise Dumais, qui n'est malheureusement pas là, je crois, M. Mathieu Perron, M. Guy Tremblay, M. Yvan Leclerc, lauréat avec M. Caron du prix d'excellence en gestion, volet réalisation, ainsi que le recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Michel Bellé.